Bonjour, je m'appelle Marco Barroga-Pacard, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et je vais vous parler des relations entre action, savoir et valeur dans un modèle problématisé d'éducation à un développement durable. En introduction, je voudrais rappeler qu'il y a de nombreuses initiatives pour encourager les comportements pro-environnementaux et la protection de l'environnement. Au niveau québécois, il y a une initiative récente qui s'appelle DU, des universitaires, qui regroupe un certain nombre de professeurs d'université qui s'engagent activement pour la protection de l'environnement. D'autres initiatives du même type existent à d'autres endroits. On citera par exemple Labo 1.5 en France ou des initiatives internationales. Alors, si on parle de comportements pro-environnementaux, on peut les définir comme un comportement individuel adopté de manière consciente qui va viser à protéger l'environnement naturel et éventuellement l'environnement construit par l'homme. Pendant longtemps, pour parler en éducation du développement de ces comportements pro-environnementaux, on se basait sur un modèle du déficit de connaissances. Le modèle du déficit de connaissances considère que c'est l'absence de connaissances environnementales qui est responsable de l'absence de comportements pro-environnementaux. A l'inverse, pour développer ces comportements, il faut faire un enseignement des connaissances pro-environnementales qui va conduire à une modification des valeurs et des attitudes des personnes et, in fine, va permettre le développement de comportements pro-environnementaux. Malheureusement, ce modèle du déficit de connaissances a beaucoup de limites et il y a eu énormément d'articles de littérature qui ont montré les limites d'une vision simple de ce modèle. Et dans cet exposé, je vais essayer de vous présenter un nouveau modèle qui permet de prendre en compte les connaissances, mais aussi les valeurs pour penser les comportements pro-environnementaux dans un cadre d'enseignement. Dans une première partie, nous allons parler des valeurs, actions et connaissances pro-environnementales. Concernant les valeurs, beaucoup de travaux se situent dans le cadre de la théorie des valeurs de Schwartz, et plus particulièrement, les valeurs de dépassement de soi ont été mises en évidence comme des valeurs importantes pour la mise en place d'actions pro-environnementales. Mais en plus de ces valeurs de dépassement de soi, un autre groupe de valeurs qu'on dit biosphériques a une importance particulière. Les valeurs biosphériques sont des valeurs qui sont associées avec le fait d'attribuer à la nature une valeur intrinsèque, c'est-à-dire au-delà de son intérêt direct pour l'homme. De nombreux travaux en éthique environnementale se sont intéressés à la justification de cette valeur intrinsèque. Par exemple, Calicott a montré que cette valeur intrinsèque ne pouvait peut-être pas se penser en dehors d'un sujet pensant qui lui-même va attribuer cette valeur, qu'elle n'existait malgré tout peut-être pas en tant que telle. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les travaux de Rollston 3 qui associent ces questions de valeur environnementale avec l'existence de valeurs liées à la théorie de l'évolution. Rollston 3 met de l'avant cette notion de valeur adaptative, par exemple, qui est portée par tous les êtres vivants sur Terre. En ce sens, il montre le lien qui existe entre les valeurs d'un côté et la construction des connaissances, en particulier des connaissances biologiques, environnementales ou écologiques, de l'autre. Pour intégrer cette question des connaissances et de la construction des connaissances, nous allons utiliser un modèle qui est le modèle de la problématisation des savoirs qui a été développé par Michel Fabre et Christian Orange en particulier à Nantes. Et c'est un modèle qui repose sur 3 éléments principaux. D'une part, le registre empirique. Le registre empirique, c'est l'ensemble des choses qui sont repérées comme évidentes, des faits que l'on considère comme vrais dans le cadre dans lequel on travaille. Ces éléments-là vont être interreliés entre eux en construisant un registre des modèles. Ce registre des modèles, c'est un registre où on va construire des nécessités, des choses qui permettent de relier entre eux ces différents éléments empiriques. Et l'ensemble de ce travail-là se pense aussi en interaction avec un cadre épistémique qui organise l'ensemble de ces interactions. Dans cette deuxième partie, nous allons présenter un modèle d'espace de contrainte pour une éducation à l'environnement et à un développement durable. Le modèle d'espace de contrainte que l'on vient de présenter est un modèle qui a été pensé dans le cadre de la didactique des sciences, en particulier pour traiter des sujets de didactique des sciences fonctionnelles en biologie, comme l'exemple de la digestion. Quand on considère
l'action environnementale dans un modèle comme celui-là, évidemment, il va falloir ajouter un certain nombre d'éléments. Le premier élément à ajouter, c'est le registre des actions possibles. Alors, on parle bien d'actions possibles, car, comme l'ont souligné Lange et Martinan, dans le cadre d'une éducation environnementale, la réalisation des actions n'est pas toujours possible. On envisage parfois les actions plus comme des possibilités ou des potentialités dans un cadre scolaire que pour leur concrétisation qui n'est pas toujours malheureusement réalisable immédiatement. Ces actions possibles, elles vont non seulement venir interagir avec les nécessités, mais elles vont conduire à co-construire ensemble les nécessités et les actions, en particulier pour les problèmes environnementaux. Pourquoi cette co-construction ? Parce que très souvent, les problèmes environnementaux sont des problèmes extrêmement complexes. On parle de wicked problems en anglais ou de problèmes vicieux, si on veut le traduire en français, c'est-à-dire de problèmes pour lesquels il n'y a pas une réponse directe. Les actions envisagées vont conduire à modifier les nécessités construites et même les éléments du registre empirique qui ont été mobilisés. Donc il y a une sorte de dynamique qui se met en place entre les éléments du registre empirique, les nécessités qui sont construites pour donner du sens à cet ensemble d'éléments du registre empirique et les actions potentielles qui sont construites dans le même temps que ces nécessités. Cet équilibre dynamique entre ces trois éléments-là va aussi intégrer la question des valeurs. En effet, dans une approche problématisée, les valeurs deviennent des éléments du problème. Fabre a mis cela en évidence dans un article de 2018 où il montre bien que les valeurs peuvent vraiment être considérées comme des éléments qui orientent la réflexion dans le cadre de la construction problématisée d'un savoir environnemental. Dans cette troisième partie, nous allons voir un exemple d'application de ce modèle d'espace de contrainte EEDD. L'exemple est tiré d'une situation qui a été réalisée dans une classe de 3e, c'est-à-dire des enfants de 14-15 ans en France, dans le département de la Mayenne. Et dans le cadre d'un travail qui a été réalisé au cours de mon doctorat, j'ai collaboré avec un enseignant de cette classe pour envisager une situation avec des élèves qui est une situation appliquée de protection de l'environnement. La situation en question est celle qui a été vécue dans la région de la construction d'une autoroute dans une zone où on a découvert un insecte rare, inscrit sur les listes de protection européennes, qui s'appelle le pic-prune en nom courant. Et il y a eu un débat très important sur les mesures à prendre. Est-ce qu'il fallait interrompre le chantier? Est-ce qu'il fallait trouver d'autres mesures pour continuer quand même le chantier de l'autoroute? Est-ce qu'il fallait faire une déviation? Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été envisagées. C'est un débat qui a été très vif, mais qui s'était passé quelques années avant l'activité qui est présentée là. Donc les élèves en avaient parfois un peu entendu parler, mais de manière très indirecte. À partir de cette situation qui a été présentée aux élèves, il leur a été demandé de se positionner par rapport à un certain nombre d'éléments, et notamment par rapport aux actions qu'ils envisageraient dans une situation comme celle-là. Comme le montre le tableau de résultats ici, on peut voir que la plupart des élèves, la très grande majorité, se positionnent pour une protection de l'insecte et envisagent uniquement des situations ou des solutions qui permettent de protéger l'insecte. Nous avons donc réalisé une modélisation dans le cadre de notre modèle de cette situation. On peut constater que dans la situation de classe vécue, il y avait trois éléments dans le registre empirique. D'une part, le fait que cet insecte est rare. D'autre part, qu'il bénéficie de protection européenne et internationale. Et enfin, évidemment, que la route était déjà en construction. Donc on avait déjà commencé la route. L'ensemble de ces éléments-là va permettre de construire aux élèves une solution quasi unique qui est basée sur la nécessité de protéger l'insecte. Ça peut s'interpréter dans le cadre d'un cadre épistémique qui est le cadre du protectionnisme, c'est-à-dire le fait de vraiment protéger les espèces qui sont menacées de toute intervention humaine. Les actions envisagées en interaction avec cette nécessité de protéger un insecte sont de trois types. Arrêter la construction de la route, définitivement, on ne construit pas d'autoroute. Dévier le trajet de l'autoroute ou déplacer l'insecte, mais cette solution est assez minoritaire. On peut relier ça à deux types de valeurs, des valeurs biocentrées et des valeurs anthropocentrées qui sont présentes également.
en particulier pour les solutions de déviation de la route et de déplacement de l'insecte. Suite à ce premier temps, j'ai réalisé une intervention dans la classe visant à pousser la démarche de problématisation des élèves. J'ai donc été dire aux élèves que j'avais circulé dans la classe et que j'avais constaté que tous les élèves souhaitaient protéger l'insecte. Mais, je leur ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que cette route est importante et moi j'ai pas envie de payer plus cher pour une déviation d'une route ou d'arrêter même cette route, de perdre du temps, etc. pour un insecte qui n'a aucun intérêt et qui en plus n'est même pas beau. Et donc suite à cette intervention, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez me convaincre que j'ai tort, expliquez-moi pourquoi il faudrait protéger cet insecte. Et puis si en fait vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Suite à cette intervention, la quasi-totalité des élèves n'a pas changé d'opinion. Alors, si on analyse un petit peu, dans un premier temps, on peut ajouter sur le modèle ce que mon intervention aurait pu produire dans cette problématisation en cours. On voit sur le modèle, ici indiqué en rouge, l'ensemble des éléments que j'ai pu porter par cette intervention. Première chose, j'ai mis de l'avant un gain de temps lié à la construction de la route. Deuxième chose, j'ai mis aussi de l'avant le coût de la construction et le coût aussi de la déviation qu'il pourrait y avoir. Ces deux éléments du registre empirique pourraient amener à la nécessité de finir cette route. Il y a un gain de temps dans son utilisation, il y a déjà de l'argent qui a été mobilisé, et puis ça coûte cher aussi de faire une déviation, mais c'est possible quand même, mais dans tous les cas, tout ça amène vers la nécessité de construire cette route. Et ça aurait pu aussi potentiellement amener à l'idée de la possible destruction de l'insecte, puisque j'ai précisé qu'il était inutile et même pas beau, dans une approche qui se relierait à des valeurs anthropocentrées. Quand on regarde ce qui s'est passé avec les élèves, on s'aperçoit que cette dynamique-là ne s'est pas du tout mise en place. La nécessité de finir la route a bien été intégrée, mais les autres éléments du registre empirique n'ont pas du tout été mobilisés. Et cette nécessité de finir la route n'a abouti qu'à qu'à deux seules possibilités d'action qui étaient déjà là, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire faire une déviation de la route ou déplacer l'insecte, mais en le préservant évidemment. De manière intéressante, ça a même conduit à l'apparition d'un nouvel élément dans le registre empirique, qui est le fait que cet insecte, il doit quand même être utile. Cet élément nouveau du registre empirique est intéressant parce que rien dans les documents, ni dans le discours, ni à aucun moment ne mettait de l'avant cela. Au contraire, on disait que cet insecte n'avait pas d'utilité connue, qu'il n'avait pas un rôle important dans les écosystèmes. Rien ne permettait aux élèves de le dire. Mais certains élèves ont très explicitement dit « il doit quand même servir à quelque chose ». Et on voit bien que cette construction de quelque chose qui n'est même pas présent dans le registre empirique, alors c'est pas partagé par tous les élèves, on est bien d'accord, mais on voit bien que cette idée-là peut s'interpréter beaucoup plus facilement quand on intègre les valeurs qui sont associées à ça. En effet, cette utilité potentielle de l'insecte, c'est quelque chose qui permet de préserver l'intérêt de conserver cet insecte quand on est dans des valeurs peut-être plus anthropocentrées. Je ne peux pas me baser sur le fait que l'insecte doit être préservé pour lui-même, qu'il a une valeur intrinsèque parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Je n'ai pas des valeurs biocentrées dans cet exemple-là, on est bien d'accord, quand je me positionne sur cet exemple-là. Et je vais donc trouver un élément qui n'est même pas présent pour justifier la protection de l'insecte avec des valeurs anthropocentrées. Donc, cet exemple montre comment ce nouveau modèle permet d'essayer de comprendre l'articulation de ces différents éléments dans un cadre de construction des savoirs dans une séance de biologie, d'enseignement avec des élèves de secondaire. Ça permet d'intégrer à l'ensemble de la réflexion non seulement les éléments de savoir traditionnels, ce qu'on va dire être plutôt les éléments du registre des modèles, ceux où on cherche à faire fonctionner ensemble des choses pour comprendre comment les choses se passent, mais également les éléments du registre des valeurs et des actions possibles, du cadre des valeurs et du registre des actions possibles. Donc en ce sens,
il nous semble que ce modèle propose une nouvelle alternative intéressante à ce qui peut exister, en particulier, et ce sera la conclusion, quand on est dans une approche qui est une approche disciplinaire. Car un des grands défis de l'éducation à l'environnement et au développement durable aujourd'hui, c'est que c'est une éducation fondamentalement transdisciplinaire ou interdisciplinaire, qui peine parfois à trouver sa place dans un système scolaire très structuré autour des disciplines. L'intégration d'un modèle comme celui-là, qui se base sur une réflexion didactique en enseignement des sciences, mais aussi sur des éléments liés aux valeurs et aux actions plus proches de l'éducation environnementale, offre une alternative pour penser dans un cadre disciplinaire une réflexion beaucoup plus large que le simple travail sur les éléments biologiques ou écologiques de préservation des espèces. Donc en ce sens, nous pensons que ce modèle peut être intéressant comme moyen d'initier une réflexion interdisciplinaire à venir sans remettre en cause les modes de fonctionnement traditionnels des disciplines. Bien évidemment, il reste de nombreuses choses à tester. Là, c'est simplement une illustration et il serait particulièrement intéressant d'essayer de généraliser un petit peu ce type d'approche et de voir comment cette articulation peut se penser dans le cadre des enseignements réalisés au secondaire. Je vous remercie de votre attention.